Bonsoir à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Et déjà, d'entrée de jeu, vous allez comprendre que cette vidéo renferme notre module d'homilétique. Et déjà, pour les personnes avec qui on a eu à partager pour la première fois, on avait eu déjà touché quelques points concernant l'homilétique. Et aujourd'hui, je vais quand même faire un effort aussi de rentrer encore à essayer à toucher quelques points qu'on a eu à voir et continuer notre module. Et comme une personne bien ordonnée, je vais commencer toujours par la définition, vu que c'est un module qui peut nous prendre peut-être 3 ou 4 séances de vidéo. Je vais quand même essayer de recommencer par la définition. Et tout comme nous tous nous le savons, il y a une définition qui est très simple de l'homilétique. Nous tous, on a tendance à dire que c'est la science ou la science est l'art de prêcher ou la science est l'art de la prédication. Donc, c'est pour nous une définition très simple à tout le monde. Si on peut demander à une personne aujourd'hui, c'est quoi l'homilétique, on a toujours tendance à dire que c'est l'art de prêcher ou l'art de la prédication. Alors, moi aussi, je ne dirais pas le contraire. Je dirais que c'est ça la définition en résumé. Mais quand même, je vais aussi essayer d'apporter aussi une touche selon ma conception ou selon ce que moi j'ai compris. Moi, je dirais, premièrement, peut-être pour les gens qui vont entendre pour la première fois ces mots ici homilétique, je dirais que l'homilétique, heureusement que j'ai préparé pour vous sur un papier, l'homilétique, je dirais que c'est la discipline théologique qui étudie l'art de préparer et prêcher efficacement la parole de Dieu de manière claire, fidèle et adaptée aux auditeurs. Donc, l'homilétique ne se limite pas seulement à apprendre à comment prêcher, mais aussi à préparer et à prêcher efficacement. Parce qu'il y a prêcher moyennement, si je peux dire moyennement parlant, il y a aussi des gens qui prêchent mal, désolé de le dire, et il y a aussi des gens qui peuvent mieux prêcher. Voilà le rôle même de l'homilétique. Ça nous apprend à prêcher efficacement la parole de Dieu d'une manière claire, parce qu'il y a d'autres messages ou un sermon. Et d'ailleurs, il faut déjà s'habituer aux mots peut-être que je vais commencer à utiliser tout au long de la vidéo. Peut-être à la place de la prédication, je peux utiliser les mots sermon. Et déjà, vous allez vous y habituer. Donc, je peux commencer à interchanger comme ça. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que l'homilétique nous apprend aussi à prêcher d'une manière claire. Parce que des fois, on peut annoncer un sermon qui peut être très bien préparé ou un sermon où tout un peuple peut en bénéficier, ou toute une église, bien sûr, peut en bénéficier. Mais la manière dont on peut annoncer ça, ça peut être, peut-être ça peut ne pas être clair, ça peut égarer peut-être d'autres personnes qui ne peuvent pas mieux comprendre. Mais avec l'homilétique, ça nous apprend à mieux le faire, clairement et fidèle et adapté aussi aux auditeurs. Je ne peux pas me retrouver devant un auditoire des gens qui ont 15 ans, je leur donne une matière ou la nourriture des gens qui ont 30 ans. Mais avec l'homilétique, ça nous apprend même à faire face à ces genres ou à différents auditoires que je peux me retrouver devant et savoir quel type de message je peux annoncer, quel type de prédication je peux faire face à cet auditoire. Et vous allez comprendre que l'homilétique englobe aussi les principes, méthodes et techniques de la prédication. Parce que ça ne signifie pas seulement d'annoncer un sermon ou de le préparer, ce sermon-là, mais aussi avec l'homilétique, on nous apprend aussi des techniques, des méthodes, parce qu'il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser qui peuvent peut-être changer peut-être la perception des gens de comprendre un message. Mais avec l'homilétique, on peut apprendre certains principes, méthodes et techniques. Donc en gros, c'est sur ça que j'ai préparé une définition qui peut aider plusieurs. Et comme je l'ai dit, donc dans tout ça, en résumé, ce que vous devez d'abord comprendre, c'est que l'homilétique, c'est la science et l'art de la prédication. Donc c'est ça en un mot. Tout ça, j'ai essayé juste de développer aussi à ma manière. Alors,
vu que c'est un art de la prédication, l'homilétique, donc il y a un plan. Donc, pour une prédication, il y a un plan. Je ne peux pas me réveiller comme ça, je commence déjà à annoncer ou à faire un sermon sans plan. Il y a un plan que je peux dire, un squelette des types de prédications que je peux faire. Peut-être dans les jours à venir, on aura à voir même des types de prédications, des canaux de prédication, parce qu'il y a une différence entre type et canal. Mais il y a différents types et il y a aussi différents canaux de prédication. Dans les jours à venir, on aura la chance de voir ça. Mais concernant les plans, euh, qui moi j'appelle squelettes en d'autres termes, donc c'est les plans sur lesquels va se focaliser ma préparation jusqu'à l'annonce de mon sermon. Donc la préparation jusqu'à l'annonce, puisque l'annoncer, ça nécessite une préparation, un plan bien établi. Alors je vais essayer de donner le plan, un squelette qui peut vous aider et qui m'aide aussi déjà et qui aide plusieurs personnes. Alors sur le plan classique, ou classiquement parlant, euh, un sermon ou une prédication comporte 3 parties. Donc, il faut bien peser mes mots, comme je l'ai dit, classiquement. Donc, d'une manière classique, ça comporte 3 parties, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Si je dis classiquement, donc, c'est que tout le monde connaît ou ce que tout le monde utilise. Moi-même, j'ai déjà eu à utiliser ça. D'ailleurs, même aujourd'hui, je peux utiliser ça. Donc, d'une manière classique, ça comporte 3 parties. Mais aujourd'hui, moi, je ne vais pas me centrer sur cette méthode classique. Quand même, je peux aussi vous faire part d'une méthode qu'on appelle une méthode selon Don De Velt dans son livre intitulé Si vous voulez prêcher. Lui, il a divisé ça en 7 parties. D'ailleurs, moi aussi, je le fais ça. J'utilise cette méthode et vous aussi, peut-être dans les jours à venir, vous allez voir que c'est mieux que d'utiliser la méthode à 3 parties qui est classique, qui est aussi mieux, mais ça aussi, c'est plus mieux. Alors, selon De Velt, cette partie constitue le texte. En d'autres termes, je peux appeler les passages, puisque sans une prédication sans passage, ça n'en vaut même pas la peine d'appeler ça une prédication. Les sujets qu'on appelle les thèmes, même l'introduction, la proposition, les points principaux, le sous-point et septièmement, la conclusion. Donc là, c'est selon De Velt. Lui, il a scindé ça en 7 parties. Et vous allez voir, en d'autres termes, il y a d'autres personnes qui ont peut-être déjà eu à utiliser cette méthode, mais tout en pensant qu'ils utilisent les plans de 3 parties, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Mais tout en utilisant cette méthode, en pensant que c'est cette méthode-là. Et peut-être aujourd'hui, si le temps ne nous fait pas défaut, on aura à parler sur ces 7 parties sur le plan d'un sermon. Et je vais en profiter de le dire que ce module ici de Muletic, je ne vais pas peut-être parler en termes de chapitres, mais en termes de points. Et déjà, d'entrée de jeu, le premier point, c'est le plan d'un sermon sur lequel je suis déjà. Et on va avancer ainsi de suite. On va voir le méthode ou comment est-ce qu'on peut changer de ton, comment est-ce qu'on peut faire une démarche devant la chair, comment est-ce qu'on peut se déplacer. Ça fera aussi sujet des points qu'on va suivre après. Alors, dans le plan d'un sermon, le premier point que j'ai parlé, c'était le texte. Et j'aimerais quand même dire une chose, ou peut-être une question, hein, que je vais essayer de répondre en même temps et que vous aussi, vous allez essayer de méditer en même temps. Concernant le point A, dans le plan d'un sermon, j'ai une question, c'est de dire quelle est l'importance de connaître bien l'essence du texte. Or, nous savons que les textes, c'est ça même ce que nous appelons le passage. Parce que sans un passage, il n'y a pas de prédication. Sans passage, on peut parler peut-être d'une exhortation, je peux fortifier les gens sans passage. Mais une prédication, doit
nécessairement avoir un texte. C'est même le premier point. Donc, quand on prépare un message ou un sermon, il faut d'abord avoir un texte, la première des choses. Donc, les textes même, c'est la portion de la parole de Dieu que le prédicateur doit choisir pour former la base de son message. Donc, la base de votre message doit être fondée sur base du texte que vous aurez. Donc, c'est ça même la portion, la première portion. Donc, avoir un passage d'abord. Et ces passages-là, pour un prédicateur, ou celui qui doit annoncer ce sermon-là, quand vous préparez votre message, vous devez d'abord comprendre ces passages et aussi faire en sorte que ces passages-là puissent être compris par la congrégation ou l'église ou l'auditoire qui va vous suivre. Puisque je ne peux pas annoncer un sermon sans pour autant que les gens qui me suivent puissent comprendre cela. Donc, la première des choses, moi-même, je dois comprendre pour faire comprendre aussi aux autres. Puisque il y a ce qu'on appelle les sens voulus et les sens perçus. Donc, les sens voulus, c'est quand moi j'ai compris, je vais faire de mon mieux pour que l'auditoire comprenne. Là, déjà, on voit les sens perçus, la manière dont ils vont apercevoir ou percevoir ces messages. Donc, je dois faire d'abord en sorte que je comprenne pour faire en sorte que les autres puissent comprendre. Je ne vais pas ici aller en besogne ou toucher d'autres points que je vais toucher dans les jours à venir ou dans les séances à venir. Peut-être comment connaître son auditoire, ça fera aussi sujet. Vous allez voir, on va aussi toucher encore les textes là. Et si vous préparez votre message, si vous êtes au niveau du texte, vous devez faire en sorte que, ou en sorte de chercher un passage ou un texte qui sera plus simple chez vous d'abord, vous-même, que ce passage-là ne doit pas être obscur devant vous d'abord. Vous devez chercher à comprendre ou à chercher un texte simple. Il ne faut pas chercher des textes très compliqués. Et dans la plupart des cas, ça perd beaucoup de préparateurs des sermons. Vous allez voir une personne qui a bien préparé son message, mais au niveau seulement du texte, ça commence déjà à aller compliquer. Et chaque fois quand on prépare un message, on est toujours au niveau du texte, il ne faut pas minimiser l'Ancien Testament en disant que vu qu'il y a le Nouveau Testament, je dois commencer par chercher un texte du Nouveau Testament pour enrichir avec celui de l'Ancien. Non, on peut toutefois avoir un texte de l'Ancien Testament qui je peux associer avec un texte du Nouveau Testament, mais le texte là de l'Ancien Testament est comme le centre de mon message, puisque même les grands prédicateurs de l'Église primitive, je peux citer Paul, Timothée et les autres, ainsi de suite, même Christ lui-même, il a beaucoup aussi parlé de l'Ancien Testament, des passages de l'Ancien Testament. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas vraiment hésiter ou à banaliser, disant que vu qu'il y a le nouveau, ça englobe déjà le tout. Il faut faire quand même faut pas faire quand même ces genres d'erreurs ou des préférences, je dirais. Alors, c'est pourquoi l'homilétique aide à bien prêcher sur un texte dans son contexte. Donc, grâce à l'homilétique, ça permet aussi même à bien nous aider à prêcher un texte selon son contexte. Ça nous permettra d'éviter de prêcher sur le baptême, sur n'importe quel passage. Par exemple, je vais prêcher sur le baptême, mais je prends un passage, par exemple Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, mais je prêche sur le baptême. Vous voyez, il y a de ces textes, il n'y aura pas vraiment de cohérence dans votre message. Alors, donc c'est ça la première des choses, donc avoir les textes. Et la deuxième des choses, dans les points que j'ai à citer sur le plan d'un sermon, et j'en profite aussi pour glisser quelque chose, il y aura peut-être d'autres points aussi que je peux ajouter toujours dans le plan que je n'ai pas cité parmi les 7 parties, mais qui peuvent aussi nous aider parmi les choses qui sont indispensables, dans la préparation d'un message. Alors, le point B, c'est le sujet. On ne peut pas avoir un sermon qu'on prépare sans pour autant avoir des sujets. Je ne peux pas venir devant l'église, je commence à prêcher sans pour autant avoir un sujet, ce qu'on appelle
en d'autres termes, un thème. Donc, il faut toujours avoir un thème. C'est même la partie du message à laquelle on se réfère souvent comme même l'essence du message. C'est ça même le noyau de notre message qu'on prépare. Avoir un thème. Je peux avoir un passage, c'est bien, mais avoir un thème. Et j'ai même dit ici que la méthode idéale pour trouver le sujet ou thème du message serait de considérer les besoins de l'Église et choisir un texte ou une portion de la Bible qui répond à ces besoins. Donc, chaque fois qu'on prépare un texte ou on veut ressortir un thème, il faut aussi se référer aux besoins de l'Église ou de la congrégation. Vous voyez, aujourd'hui, l'Église a besoin de quoi? Quelles sont les difficultés? Et ça va même vous aider à avoir une réceptivité du message ou une réponse positive de l'auditoire si vous choisissez un thème qui est adapté aux situations de l'Église ou aux situations que je peux appeler ou à l'époque où vous êtes. Et chaque fois quand vous choisissez un thème comme ça peut peut-être venir au travers vos lectures journalières, à vos conversations avec des amis, des contacts, des collègues. Un thème peut venir comme ça. Et sur base de ça, grâce au passage que vous avez eu à lire, vous associez déjà et vous aurez quand même quelque chose de solide. Et ici, comme vous l'avez vu au point A, il y a une question aussi que j'avais posée. Alors ici aussi, il y a une question qui va vous aider aussi à méditer sur vous. Et moi aussi, qui va m'aider à répondre même tout à l'heure. Quelles sont les qualités d'un bon sujet de message? C'est une question aussi que j'ai posée. Alors, vous allez comprendre que le thème de chaque message doit porter des qualités suivantes. Les sujets doivent être clairs et maîtrisés par le prédicateur. Comme je l'ai parlé avec les textes, vous devez d'abord maîtriser votre propre sujet. Pas rechercher un sujet que vous avez entendu parler par tel et directement vous commencez sur ça à travailler. Donc, vous devez d'abord comprendre ce sujet, maîtriser ce sujet. Et ce sujet-là doit être clair. Vous savez, annoncer un sermon, ce n'est pas seulement annoncer quelque chose qui sera extraordinaire, si je peux dire en ces termes-là, ou annoncer quelque chose qui va étonner les gens. Non, annoncer un sermon, on peut annoncer un sermon par un thème très simple, par exemple comme l'amour, la sélection, le bien-être, comment choisir Dieu. Donc un thème qui est très simple. Et vous allez voir que ça va même vous faciliter à décortiquer ces thèmes-là. Et ces thèmes-là doivent susciter plus l'intérêt à la congrégation ou l'importance d'employer les thèmes forts qui sont une source de réconfort selon les besoins spirituels des auditeurs. Donc, ces thèmes-là doivent quand même avoir un impact sur les auditeurs. Vous ne devez pas chercher un thème que les auditeurs eux-mêmes ne sauront même pas comprendre ces thèmes-là. Et vous devez faire de votre mieux que ces thèmes-là ne sèment pas de doutes ou l'hésitation dans l'annonce du thème par vous-même. Puisque chaque fois quand vous cherchez un thème très compliqué, même en l'annonçant, ça peut même vous compliquer vous-même. Alors, raison pour laquelle il faut d'abord opter pour des thèmes plus simples, c'est plus facile de, de le faire si vous avez un thème plus simple. Ne cherchez pas à vous compliquer la vie en cherchant des thèmes plus compliqués ou des thèmes avec des mots très difficiles, mais cherchez quand même des thèmes plus simples à aborder. Et les points C, comme je vous l'avais dit, les points C, vous allez voir, j'ai déjà parlé du texte, du sujet, et les points C, c'est la proposition ou idée conductrice. Et qu'est-ce que d'abord la proposition des messages? Déjà là, vous allez voir ces genres comme des questions qui vont vous permettre aussi de analyser aussi là où vous êtes. La proposition du message, c'est une portion du message principal qui décrit les buts du sermon. Il est même le pivot de tous les sermons. La proposition est l'idée conductrice pour le développement du sermon dont les points principaux et les sous-points sortent.
sans oublier les illustrations pour chaque point principal, de préférence, je peux le dire. Alors, la proposition même sert de noyau du message grâce à laquelle des points et sous-points créent une unité et les auditeurs peuvent suivre le message d'un point à l'autre. Alors, la proposition, ces points-là, c'est, comment est-ce que je peux le dire dans des mots plus simples? C'est ce qui vous aide même comme pont entre vos points. Ça peut être en quittant tel point à tel point ou en quittant l'introduction vers le, par exemple, l'introduction vers le développement ou avant l'introduction. La proposition peut vous aider. C'est aussi le pivot de tous les sermons, je pourrais le dire. Donc ici, il n'y a même pas de commentaires, de longs commentaires que je peux faire sur ces points ici. Alors, le point D, c'est le but du message. Vous allez comprendre que chaque fois qu'on prépare un message, on a toujours quelque chose qu'on vise après notre message, après qu'on aura annoncé notre sermon. Et on doit toujours avoir ces buts-là. Donc, chaque fois qu'on annonce un message, on doit toujours avoir cet objectif qu'on vise après chaque sermon. Et vu que ces points, c'est pas vraiment un point qui va me prendre beaucoup de temps à marteler sur ça, c'est déjà un point qui est très clair. Je vais quand même laisser un conseil que je pourrais dire sur ces points, que le but peut être mieux atteint ou est atteint que si le prédicateur se soumet au Saint-Esprit. Donc, chaque fois quand vous avez une intimité avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu lui-même, c'est plus facile que le Saint-Esprit vous illumine sur quelque chose, sur un besoin de l'Église, et vous dit, tu peux parler sur tel sujet, tu peux parler sur l'amour. Tu peux quand même prendre même 1 Corinthiens chapitre 13, où tu vas parler sur la charité ou l'amour. Et vous allez voir que ça répond même aux besoins des croyants de l'Église ou de la communauté. Et vous devez retenir une chose, c'est que le but du sermon exprime la raison pour laquelle on traite ces sujets et la réaction qu'on veut de la part de l'auditoire. C'est au travers même l'objectif qu'on aura même une réaction de notre auditoire qui va nous suivre. Et il n'est pas nécessaire de mentionner l'objectif du message. C'est pas vraiment nécessaire de mentionner, bon, si vous voulez commencer une prédication, commencez déjà par dire qu'on vise à faire ça au travers de ces messages. Bon, il n'est pas vraiment nécessaire donc, pour dire que vous pouvez le faire, mais il n'est pas vraiment nécessaire de le faire. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas vraiment traîner sur ces points-là, le point D qui est le but. Directement, je vais au point E. Et le point E, c'est l'introduction même du sermon. Et comme je l'ai fait avec les autres points, il y a toujours des questions que je laisse. Quel est le rôle de l'introduction d'un sermon? Quel est le rôle de l'introduction d'un sermon? Alors, l'auditeur qu'on a devant soi a des préoccupations. C'est quelque chose que j'ai aussi écrit ici. L'auditeur a besoin ou a devant des préoccupations diverses, son travail quotidien, les risques de chômage, les chagrins des familles, la santé des enfants, ses rapports avec ses voisins ou collègues, la réussite à un examen. D'autant, il y a plusieurs raisons. Et l'introduction doit attirer l'attention des personnes qui vont nous suivre ou de l'auditoire et aider à oublier ses préoccupations. Vous savez, chaque fois qu'on fait ou on introduit un message d'une manière vraiment qui n'est pas captivante, même l'auditoire ou les personnes qui nous suivent peuvent s'ennuyer du message, puisque c'est l'introduction qui doit annoncer déjà les bonnes choses qui viendront après ou qui viendront après juste l'introduction. Puisque le développement, c'est même le noyau de notre message. Les points qu'on va soutirer dans notre message, c'est ça la partie qui est plus intéressante. Alors, l'introduction doit précéder pour mettre de l'ambiance avant que l'ambiance ne commence. Et si l'introduction est bonne, l'auditeur se mettra en position d'écouter.
Et comme un conseil, lors de la préparation d'un sermon, il est, il est conseillé d'avoir déjà une idée ou de connaître le contenu du message. Donc, il faut déjà connaître le contenu. Il faut connaître déjà le développement, la conclusion avant d'introduire pour mieux formuler l'introduction. Puisque l'introduction doit généraliser tout ce que vous allez parler. Ça va généraliser juste ou résumer ça. De tout ce que vous allez parler. Ça va déjà résumer ça. Il ne faut jamais faire le contraire. Donc, commencer par connaître l'introduction pour passer au développement. Donc, il faut déjà avoir une idée sur le développement que vous allez développer, les points que vous aurez à toucher, même la conclusion. Il faut déjà avoir une idée sur ça pour mieux introduire. Parce que si vous n'avez pas une idée sur le contenu de votre message, ça sera plus compliqué d'annoncer même ce sermon-là. Et il y a aussi une autre question que j'ai aussi posée là. Vous allez aussi méditer sur ça. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne introduction? Vous allez retenir une chose, ou trois, peut-être quatre, ou 10, ça dépend. Les caractéristiques d'une bonne introduction sont la première. Là, c'est selon, c'est quand j'ai compris, parce qu'il y a d'autres qui peuvent me dire, non, c'est pas ça. La première, c'est lire. La première, c'est faire ça. La première, c'est mettre du feu. Ça, selon moi. La première, elle ne développe pas le sujet, l'introduction. Elle ne fait que l'introduire. Il ne faut pas chercher à trop développer le sujet au niveau de l'introduction. Il ne faut pas chercher à développer. Il faut chercher juste à introduire, donc à toucher là-dessus. La deuxième des choses, c'est qu'elle n'a rien de plus. C'est l'introduction. Ni rien de moins que le thème, c'est-à-dire elle n'élargit pas ni ne rétrécit. Donc, elle ne va pas au-delà et elle ne va pas aussi en dessous non plus. Elle est au milieu de l'introduction. Et troisièmement, elle a un moyen c'est un moyen où elle a un moyen d'attirer l'attention et l'intérêt de l'auditoire. C'est ce que j'ai dit au début. Donc, ça doit attirer l'attention de l'auditoire et captiver l'intérêt de l'auditoire. Donc, déjà au niveau de l'introduction, vous devez déjà gagner votre auditoire. Et pour un petit conseil, c'est une suggestion parmi les choses que moi j'ai fait ou j'ai déjà à faire par plusieurs fois, je peux le dire. C'est un conseil que vous pouvez aussi utiliser quand vous voulez introduire. Commencez peut-être à raconter une histoire brève avant d'introduire. Une histoire, ça peut être l'histoire de la Bible, mais qui va cadrer avec le message, qui ne va pas faire raconter les contraires de ce que vous devez raconter dans votre message. Au deuxième conseil, vous pouvez présenter une affirmation dramatique ou même choquante. Vous pouvez peut-être commencer. Qui ici, c'est un exemple, qui ici, comme Abraham, peut accepter de sacrifier son fils unique? On lui a promis les fils de la promesse, bien sûr. On lui a promis par Dieu lui-même et accepter de le sacrifier après qu'il ne l'ait mis au monde. Qui ici peut l'accepter? Ouais, un peu dans ce genre d'histoire, ça peut être choquant ou dramatique. Et aussi prévoir les plans du message. Je peux déjà commencer à annoncer, déjà, je vais dire, aujourd'hui, je vais parler sur tel, point, puis je vais finir par tel. Je peux annoncer les plans du message, ça dépend de comment vous pouvez gagner la confiance de votre auditoire. Et le point F, déjà au niveau de l'introduction, je vous épargne de plus de détails. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez déjà commencer déjà à les poser au numéro qui s'affiche déjà ici. Les points principaux, ça c'est les points F. Ce que je vous ai dit, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Les points F, c'est les points principaux et les sous-points. Donc, je l'ai mélangé. Je vous ai dit, quand j'ai placé les 7 parties, c'était un peu séparé, mais j'ai mis le point F, les points principaux et les sous-points. Et ce qu'on sait, c'est qu'au sujet du corps, même du sermon, les matériels que vous voulez présenter et comment mieux l'organiser pour achever le but que vous voulez atteindre par ce message. Les corps du message s'agit de la partie
principal du message, c'est que l'introduction prépare et les idées que la conclusion doit résumer. Donc, vous allez, comme je vous ai dit, c'est là que même les choses deviennent intéressantes. C'est au niveau maintenant des points. Pour les gens qui utilisent les trois parties pendant la préparation d'un sermon, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Pour eux, là déjà on est au niveau du développement. Mais pour cette partie, on est au niveau des points et des sous-points. Donc, c'est le corps même du message. C'est sur base de ça que l'introduction doit parler ou doit préparer. Et c'est sur base de ça que la conclusion doit résumer. Et ce qu'on sait, c'est que le nombre de points dans les plans est déterminé par les éléments fondamentaux du sermon, les textes, les sujets et l'objet ou le but du message. Donc, ce sont ces choses-là qui définissent le nombre de points qu'on aura. Et pour aussi un petit conseil, il est préférable d'avoir au moins 3 points. Aussi, vous pouvez dépasser 5 points. Quand même là, si on veut exagérer 5 points. Mais c'est mieux 3 points. Parce qu'imaginez si vous avez 5 points et que vous devez toucher des sous-points. Au moins que ça ne soit une série d'enseignements, et ainsi de suite. Mais sinon, si ce n'est pas une série d'enseignements, c'est une prédication de dimanche. Pourquoi avoir autant de points? Peut-être avoir 3 points, déjà c'est bon, 2 points, peut-être même 1 point pour les autres. Et c'est vraiment bien si vous avez peu de points, ça vous permet d'avoir un message que les gens peuvent facilement capturer. Et les points principaux permettent le développement du but ou de la proposition du sermon. Et ils y sont liés directement. Je vous ai parlé de la proposition. Là, on est au niveau des points principaux. La proposition et les points sont liés. Parce que chaque fois qu'on fait une proposition, directement, on va à un point vers l'autre. On va à un point vers l'autre. Quand on est au niveau des propositions, c'est lié carrément. Et on les appelle aussi les déploiements du thème dans la mesure où il se déroule autour de la proposition. Et je peux carrément donner même un exemple de points qu'on peut, comment je peux dire, on peut développer. Par exemple, je donne un exemple d'un sermon où le texte est Jean chapitre 6, versets 30 à 40. D'où mon thème, je peux tirer comme un thème le vrai pain. C'est ça le thème. Les points principaux, je peux parler sur 2 points ou 3 points. Donc, le premier point, le pain venu du ciel. Ça peut être le premier point. Deuxième point, la façon dont on doit manger ces pains. Troisième point, les résultats obtenus en mangeant ces pains. Donc, vous allez voir, ça sera comme ça. Même si vous préparez, vous essayez un peu de faire de la sorte. Vous parlez du thème, vous essayez de tirer des points. Et ces points-là doivent venir directement ou doivent être liés directement à votre texte ou à votre passage. Parce que c'est de cette manière que ça se suit. On ne veut pas avoir des points imaginaires. Il faut quand même avoir des points qui viennent du passage que vous avez lu ou qui a du sens dans les passages que vous venez de lire. Et les sous-points servent à vous aider à développer les points principaux. Ça me le rôle de sous-points. Ça vous permet, dans un point, vous tirez aussi un sous-point. Par exemple, si je parle d'un thème qui parle sur la sélection, Juge chapitre 7, on voit l'histoire de Gédéon, on lui a dit de sélectionner les gens qui doivent être pour lui des compagnons, une armée pour lui. Je vais parler sur ça, mais dans mes points principaux, par les premiers points ou 2 points, la sélection du monde et la sélection de Dieu. Et sous-point, dans la sélection du monde, je peux toucher la sélection médiocre, ça se voit, ou la sélection ou selon les aptitudes. Donc, ça dépend. Les sous-points nous permettent de développer au mieux le point principal. Et concernant les sous-points, ce n'est pas vraiment obligatoire. Vous pouvez soit parler des grands points, puis vous finissez votre message. Et il y a quelque chose qui est très important avant que je n'arrive à la conclusion, c'est que chaque fois quand vous avez des points, si vous voulez quitter un point à un autre, il faut avoir ce qu'on appelle la transition de point en point. Alors, vous ne pouvez pas seulement quitter, je parle du point 1 directement à point, non.
il faut toujours avoir une transition pour mieux donner du sens à votre message ou une, euh, une façon de captiver l'auditoire. Il faut toujours avoir des transitions. Là, maintenant, je ne peux pas vous donner une méthode ou un système que vous pouvez utiliser. Là, ça dépend maintenant de vous. Je vais vous donner un système qui, qui ne peut pas peut-être marcher avec votre manière de fonctionner. Donc, sur ce, c'était sur les points et les sous-points. Et directement, le point et, dernier point, c'est la conclusion du sermon. Quel est le rôle de la conclusion d'un sermon en ce qui concerne les sentiments de l'auditoire? Ça, c'est aussi une question qui peut vous aider aussi à méditer aussi, à chercher aussi à développer davantage. La conclusion sert à mettre fin au contenu du message, en même temps de guider les sentiments de l'auditoire à une réponse adéquate au message. Si jusque-là, le message était trop long, fatigant, je peux dire, votre travail sera vraiment difficile dans la conclusion. Pourquoi? Vous allez voir, déjà vous-même, vous allez voir que c'est comme si ce que vous faites n'a pas vraiment de l'impact sur l'auditoire. Alors, on veut donc arriver à la conclusion sans trop fatiguer les auditeurs. Quand tu annonces la conclusion, ils vont essayer quand même à vous accorder leur meilleur effort, à veiller sur ce que vous direz. Donc, avant d'arriver à la conclusion, pour cela je vous ai dit que les points sont le noyau du message. Il faut faire un effort que vos points-là soient intéressants. Vos points-là soient intéressants pour que si vous arrivez à la conclusion, ça soit aussi captivant que de voir des gens quitter des âges, de se dire, ah, déjà, il a fini. Ah, on en avait marre vraiment de suivre ça. Donc, ça ne fait pas vraiment du bien. Vous êtes devant là, vous annoncez un message. Il y a d'autres personnes qui quittent. Pourtant, en vous-même, vous vous dites que je suis déjà à la fin du message. Alors, il est mieux de se concentrer vraiment si vous êtes au point où vous vous développez, de se concentrer avant d'arriver à la conclusion. Puisque la conclusion, c'est ça même le résumé de tout ce que vous avez eu à faire. En un mot, peut-être 1 ou 2 minutes, c'est ça même le résumé de tout ce que vous avez fait. Et aussi une deuxième question, toujours au niveau de la conclusion. Quelles sont les 3 manières de présenter une conclusion? Donc, pour dire, n'oubliez pas tout ce que je viens de raconter ici concernant la conclusion, mais il faut aussi retenir ça. Quelles sont les 3 manières de présenter une conclusion? C'est moi. Parce que la conclusion peut se présenter de 3 manières ou d'une combinaison d'elles. Donc ça peut vous aider aussi à mieux faire une bonne conclusion. La première manière, un résumé des points principaux. Je peux juste prendre le résumé des points principaux, vu que c'est ça le noyau. Je résume ça en conclusion 1 ou 2 minutes. Bof, c'est bon. La deuxième manière, une récapitulation de certaines applications personnelles notées dans les messages avec un défi de les mettre en pratique. C'est ça même la chose la plus importante que la plupart des prédicateurs oublient, l'application. Je ne peux pas finir mon message sans pour autant faire ce qu'on appelle l'application. L'application, c'est la partie de la conclusion. Donc, avant que je finisse tout ce que je vais faire dans mon message, je ne dois pas sauter l'application, puisque l'application, c'est ce que les gens doivent retenir dans tout ce que vous avez eu à faire, dans les messages que vous avez eu à annoncer. C'est l'application qui est très importante dans tout ce que vous avez eu à faire. C'est que les gens doivent retenir. Donc, l'application, c'est la réponse de l'objectif ou du but de votre message. Donc, l'application doit être aussi un combat pour vous, prédicateurs, de se mettre en tête qu'est-ce que les gens doivent retenir. Donc, si vous faites le résumé ou une récapitulation de tout ça, cherchez même 1 ou 2 points comme application, même avec des versets à l'appui. Et les gens doivent retenir qui sera comme un symbole de tout ce que vous avez eu à parler en 1 ou 2 mots. Et la troisième manière, c'est un appel direct qui touche les émotions et qui donne l'occasion de manifester leur réponse visible. Ça peut être un appel à la repentance, un appel à la prière ou chercher la sanctification, s'engager des pas en avant dans la vie chrétienne. Donc, ça aussi, ça peut être à la fin juste de votre conclusion.
Vous faites ça, vous faites un appel au travers de votre message. Un appel en se basant de votre message. S'il y a des gens qui décident de donner leur vie à Christ, ou les gens qui décident de se concentrer sur la vie chrétienne autre chose, ou de faire un appel à la prière, ou chercher le salut. Donc, ça dépend maintenant de vous. C'est ça la troisième manière. Et j'espère que ça vous aide vraiment cette première partie ou ces modules de homilétique. On est toujours au premier point, les plans d'un sermon. Vous allez voir, ça sera vraiment très intéressant. Au fur et à mesure, on va évoluer avec vous. Ça sera vraiment très, très intéressant pour vous et pour moi-même, puisque d'ailleurs, moi, je ne fais que lire ça. Quelque chose qui m'aide aussi. Et je crois que ça va aussi vous aider. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de cliquer à ces numéros si vous avez des questions à poser. N'oubliez pas de cliquer à ces numéros. Ce sera vraiment un honneur pour moi de recevoir vos questions.